Il le savait. Il savait qu'il y avait des détracteurs de ce qui se faisait. Et c'est pour ça, certainement qu'il disait qu'il fallait qu'il travaille beaucoup parce qu'il avait peu de temps pour ce qu'il a à faire. En moins de 4 ans, il est parvenu à fournir 2 repas par jour et 10 litres d'eau à chaque habitant d'un pays autrefois ravagé par la faim. Il était engagé pour le droit des femmes, il a instauré la journée du marché au masculin et a supprimé l'excision. Considéré comme l'un des fervents défenseurs du panafricanisme, nationaliste engagé, il était de ceux qui pensaient que les dirigeants se devaient de servir le peuple et non l'inverse. La preuve, dès son arrivée au pouvoir, il a banni les voitures de luxe des cortèges administratifs au profit des Renault 5. Encore aujourd'hui, 35 ans après sa disparition tragique, son nom est source de fierté pour le peuple burkinabé. Puisqu'il n'a même pas fait la moitié. Nous voulons l'initier pour qu'ils empruntent la route que Sankara avait empruntée pour la libération de l'homme noir et des peuples opprimés. Découvrez l'incroyable parcours de Thomas Sankara, le fils du Peul, qui a fait de ce pays le pays de l'homme intègre. Non, l'histoire de Thomas Sankara n'est pas un conte à la Cendrillon. Sans être riche, le jeune Sankara a bénéficié de certains avantages hors de portée de la plupart de ses compatriotes. C'est le 21 décembre 1949 que Thomas Sankara voit le jour. Il y a Thomas Sankara, le 21 décembre. Comme beaucoup d'épouses de cette époque, sa mère se consacre uniquement à sa famille. Issue de la tribu des Mossi, elle est assez discrète en public, quoique très présente aux côtés de son époux. Quant à son père, Sambo Joseph Sankara, c'est un homme profondément marqué par les horreurs de la guerre. Ancien soldat, il a combattu durant la Deuxième Guerre mondiale et a même été emprisonné avant de rentrer dans son pays. Là, si le nom change, il y a même pas mais ne s'en de vous. Parce que moi, Infirmier gendarme, ce dernier a néanmoins l'avantage d'avoir un train de vie confortable. À la différence des autres enfants, Thomas Sankara ne connaîtra jamais la faim. Par ailleurs, les nombreuses affectations de son père lui permettent de constater le fossé existant entre les colons et les natifs. Jusqu'en classe de seconde, Thomas Sankara va au lycée Ouezen Koulibaly de Bobo Dioulasso. Par la suite, il terminera son second cycle au lycée militaire de Kadiogo à Ouagadougou. Et oui, tout comme son père, le jeune Thomas Sankara se laisse séduire par les sirènes des corps armés. Ensuite, il s'envolera pour Yaoundé au Cameroun, où il suivra une formation de pointe à l'EMIA. Loin de s'arrêter là, il poursuivra son parcours à l'Académie militaire de Madagascar, où il apprendra les sciences agricoles et la politique et bien d'autres choses. Bien que bref, ce passage à Madagascar va façonner le futur du jeune Thomas Sankara. Nous sommes en 1972. Après 13 ans passés sous les ordres de Philibert Tsiranama, les populations malgaches n'en peuvent plus. Elles ont soif d'espoir et sont écrasées par des conditions de vie déplorables. Progressivement, l'idée d'un soulèvement germe en elle. Et la même année, alors que Thomas Sankara suit toujours sa formation, il assiste à un soulèvement du peuple malgache. Pour cet homme droit dans ses bottes, la fin du règne abusif de Philibert Tsiranama est un déclencheur. Peut-être qu'un jour son pays, alors dénommé République de Haute-Volta, connaîtra les mêmes changements. En 1973, Thomas Sankara termine sa formation et rentre sur sa terre natale. Presque immédiatement, le sous-lieutenant est assigné à la formation des jeunes recrues. En plus de leur apprendre le maniement des armes, il s'assure qu'elles aient des valeurs morales. Sans formation politique patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance, avait-il coutume de dire. Des fils d'ouvriers qui voient leurs parents aller en grève contre des régimes réactionnaires, mais qui, parce qu'ils sont entrés dans l'armée, acceptent de combattre au profit des dirigeants réactionnaires. Cela existe. Donc, un militaire sans formation politique,
idéologique est un criminel en puissance. Un bien beau message pour un homme en tenue qui avait horreur des sévices et violences commis à l'égard de la population. Mais attention, cela ne signifie pas que Thomas Sankara était une oie fragile ou sans défense. En 1974, quand le Mali et le Burkina Faso entrent en guerre, après que le Burkina Faso ait tenté de tenir un recensement dans la bande frontalière de Agaché, c'est une zone à la réputation d'être riche en minerais. Thomas Sankara est alors appelé sur le front et il va briller par ses stratégies d'une efficacité sans pareille. Promu au rang de capitaine, il est désormais reconnu sur toute l'étendue du territoire national. En 1976, Thomas Sankara est nommé commandant du Centre national d'entraînement Commando situé à Pau, à 150 km de la capitale. Cet établissement de prestige qui a été officiellement baptisé Camp Thomas Sankara le 29 octobre 2015 forme la crème de la crème des soldats. La même année, il participe à un stage d'aguerrissement au Maroc où il fera la rencontre de Blaise Compaoré et se rapprochera de l'extrême gauche. De retour en République de Haute-Volta, Thomas Sankara fait ses premiers pas dans la vie politique. Avec Blaise Compaoré, Jean-Baptiste Bukari Lingane, Henri Zongo, Bukari Kaboré et d'autres militaires. Il forme le regroupement des officiers communistes appelé le ROC. Sans le savoir, le jeune Thomas Sankara, alors âgé de 27 ans, est sur le point de changer l'histoire. Entre la fin des années 70 et le début des années 80, la scène politique de la République de Haute-Volta subit de profonds changements. Complètement coupés de la réalité, les dirigeants peinent à cerner les besoins réels du peuple. Pire encore, chaque régime vient avec son lot de scandales financiers. Du fait de ses valeurs, Thomas Sankara est profondément outré par cette situation. Et afin d'y remédier, il entre en politique avec le ROC. En 1980, un coup d'État a lieu installant le colonel Saye Zerbo à la tête du pays. Thomas Sankara ne fait pas partie des putschistes, mais ne fait rien pour empêcher ce renversement. Et en septembre 1981, le colonel l'invite à travailler pour son gouvernement. Bien qu'initialement réticent, il finit par accepter. Après tout, quel meilleur endroit pour faire changer les choses qu'au sein du gouvernement? C'est ainsi qu'il devient secrétaire d'État à l'information. Sauf que, très rapidement, le torchon brûle entre les deux hommes. Et le 21 avril 1982, Thomas Sankara démissionne en claquant la porte avec fracas. La raison de ce départ, le gouvernement empêche qu'il y ait le droit de grève. Pour Thomas Sankara, c'est inadmissible. Et sur la chaîne nationale, il va même dire ceci. On ne commande pas l'inspiration d'un artiste sur la base d'un décret, sur la base d'un arrêté, sur la base d'une ordonnance. L'inspiration de l'artiste est libre. L'inspiration de l'artiste doit traduire la culture et les convictions et les intérêts d'un peuple. Faute donc de laisser cet artiste s'exprimer, faute donc de prendre en considération ses aspects, ses intérêts, on bâillonne son peuple. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Ces propos lui voudront d'être chassés de la capitale et attaqués verbalement par les partisans du colonel Saye Zerbo, sous les ordres de Jean-Baptiste Ouédraogo. Le 7 novembre 1982, les populations de la République de Haute-Volta retiennent leur souffle. Après 2 ans au pouvoir, le colonel Saye Zerbo n'est plus à la tête du pays. Au cours de la journée, les militaires ont réalisé un coup d'État et remis les rênes au médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo. Même pour le concerné, c'est un choc. En effet, plus tard, Jean-Baptiste Ouédraogo admettra qu'il n'était pas le choix numéro 1. Celui que les hommes voulaient voir diriger le pays, c'était Thomas Sankara. Mais ce dernier ayant décliné la proposition, ils se sont rabattus sur le militaire le plus gradé. En janvier 1983, Thomas Sankara est nommé en tant que Premier ministre de la République de Haute-Volta. La présente et brève cérémonie, pour marquer ma prise de fonction comme Premier ministre, chef du gouvernement de la République, m'offre d'abord l'occasion de remercier le Conseil de salut du peuple pour la confiance qu'il m'a faite en m'élisant à ce poste dans le difficile combat
qu'il a choisi de mener en union avec tout le peuple voltaïque pour engager résolument notre pays dans la voie de la liberté, de l'indépendance et du progrès. Très rapidement, il exprime son aversion pour les rapports néocoloniaux que son pays entretient avec la France. L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Est-ce que ces paroles ont de l'écho? Oui. Plaisent-elles à tout le monde? Non. Mais Thomas Sankara s'en moque. Il rêve son peuple libre des chaînes de la servitude qui lui ont été imposées par la colonisation. C'est dans cette lancée qu'en avril, il invite une autre étoile montante du panafricanisme, le Libyen Muammar Kadhafi. Pour un pays en particulier, c'est de trop. Ce militaire africain représente une menace grandissante. C'est pourquoi la France va activer ses marionnettes afin de nuire à Thomas Sankara. Et le 17 mai, il est limogé de sa fonction de Premier ministre. Et sous le régime de Ouédraogo, il perd tous ses privilèges. Cette fois-ci, il sera même mis en résidence surveillée. À cet instant, les forces coloniales pensaient sans doute en avoir fini avec Thomas Sankara, si seulement elles savaient ce qui les attendait. Il y a une chose que les puissances tapies dans l'ombre n'avaient pas envisagée, la popularité du jeune Sankara. Ils avaient tort de le penser. Sous la pression du peuple et de l'armée, les forces en place n'ont d'autre choix que de libérer Thomas Sankara. Pour les militaires, c'est le moment d'agir. Le 4 août 1983, les militaires de la garnison de Pau se soulèvent. Fini d'obéir à ce gouvernement corrompu qui ne les voit que comme de la chair à canon. Il est temps pour eux d'élire un dirigeant qui les respecte et les valorise. Un nouveau coup d'État a lieu. Thomas Sankara devient président de la République de la Haute-Volta. Très rapidement, il constitue un gouvernement en ralliant les membres du Parti africain de l'indépendance et ceux de l'Union des luttes communistes reconstruites. Un an plus tard, jour pour jour, il marque symboliquement la fin du néocolonialisme. La République de Haute-Volta changera de nom pour devenir le Burkina Faso. Le territoire libre d'Afrique, limité au nord et au nord-ouest par la République du Mali, au sud par les républiques de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin, à l'est et au nord-est par la République du Niger, et dénommé Haute-Volta, s'appelle désormais le Burkina Faso. Et c'est loin d'être le seul accomplissement de cette légende africaine. De tous ces voyages, il y a une chose que Thomas Sankara a retenue. La main qui nourrit est celle qui donne des ordres. C'est pourquoi, dès son arrivée au pouvoir, il met tout en place pour que le Burkina Faso cesse de dépendre de l'aide extérieure. Par exemple, les importations des fruits et des légumes sont interrompues afin de permettre aux producteurs locaux de gagner des parts de marché. Parallèlement, le gouvernement met en place les circuits de distribution plus accessibles à une chaîne nationale de magasins. Et devinez quoi? Cette stratégie marche. Sous le règne de Thomas Sankara, chaque Burkinabé est désormais en mesure d'avoir 2 repas et 10 litres d'eau par jour. Cet exploit poussera les Nations Unies à dire de Thomas Sankara: il a vaincu la faim, il a fait du Burkina Faso en 4 ans un pays alimentairement autosuffisant. Sur le plan de l'artisanat, Thomas Sankara pense que les Burkinabés devraient être plus fiers de leurs origines. Ainsi, les fonctionnaires sont encouragés à porter le pagne traditionnel, le faso d'Anfani. Ce regain d'intérêt pour le textile permettra à de nombreuses femmes de générer des revenus en tissant le pagne depuis chez elles. Et ce n'est pas tout. Visionnaire, le président burkinabé avait conscience que le progrès ne se ferait pas sans sacrifice. C'est tout naturellement qu'il a revu la baisse de train de vie des représentants de l'État. En plus de céder 5 à 12% sur leur salaire,
ces derniers ont dû échanger leurs luxueuses voitures contre les automobiles plus humbles, les Renault 5. Autant de stratégies qui ont permis à l'économie du Burkina Faso de faire un bond en avant. Ce n'est qu'aujourd'hui que certaines grandes puissances commencent à réaliser l'impact désastreux de l'économie sur l'environnement. Thomas Sankara s'en est aperçu dans les années 80. Fidèle aux traditions Peul, il a passé beaucoup de temps dans les steppes à observer les eaux taries à cause de la pollution. En tant que président du Burkina Faso, il concentra une partie de son mandat à la cause environnementale. En avril 1985, le Conseil national de la Révolution lance un concept baptisé les 3 luttes. Et il est question de la fin des coupes de bois abusives, la fin des feux de brousse, la fin du braconnage et de la chasse intempestive des animaux. Sur le plan social, Thomas Sankara est l'un des pionniers du féminisme en Afrique. Très tôt, il défend l'idée d'un salaire vital, c'est-à-dire que les hommes devraient donner une partie de leur salaire à leurs épouses afin que ces dernières soient autonomes. En parallèle, il met fin à la dot et au lévira. La dot très connue est un rituel au cours duquel un homme doit donner des cadeaux à la famille d'une femme qu'il désire épouser. Quant au lévira, c'est le fait qu'un homme épouse la veuve de son frère. Pour Thomas Sankara, ces 2 pratiques réduisent la femme à l'état de marchandise. Alors, pour que cette dernière soit reconnue à sa juste valeur, il faut qu'elle soit libérée. En parallèle, il interdira les mariages forcés, l'excision et va instaurer une journée de marché au masculin. Est-ce que vous comptez revenir une autre fois pour faire le marché? Il n'y a pas de problème. Si vous nous demandez une deuxième fois de faire le marché, je trouve qu'il n'y a pas de problème pour ça. Et si c'est votre femme qui vous le demandait? Enfin, si ma femme me demande, je peux le faire volontiers. Il tentera aussi de mettre un terme à la polygamie et à la prostitution, mais sans succès. Thomas Sankara n'avait pas sa langue dans sa poche. Sans être hautain ou méprisant, il ne cachait pas ses intentions par crainte de représailles. Non, non. Quand le leader du pays des hommes intègres avait quelque chose sur le cœur, il le disait haut et fort. C'est ainsi que Thomas Sankara n'a pas hésité à critiquer ouvertement le Fonds monétaire international. Pour lui, cette dette imposée aux pays en voie de développement n'est qu'un moyen de plus pour garder la mainmise sur les ressources naturelles. En 1987, à Addis Abeba, il invite les autres pays africains à refuser de s'acquitter de cette dette injuste et infondée. Dans son discours, il dira « Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. » Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Il sera assassiné 3 mois plus tard. Simple coup du destin ou présage funeste. Néanmoins, la tension qui règne entre Thomas Sankara et le FMI n'est rien en comparaison de celle qui le lie à la France. Durant son mandat, le président n'est pas avide des mots durs envers l'ex-colon. Attention, les Français le lui rendent ça très dur. Guy Pen, alors conseiller du président François Mitterrand, organise une campagne de dénigrement à l'égard de Thomas Sankara. Il fera circuler sur lui des documents renfermant des supposées atrocités commises par le leader africain. En 1985, Paris sollicite certains de ses fidèles serviteurs africains pour déstabiliser Thomas Sankara. Le Mali, la Côte d'Ivoire et le Togo feront circuler des rumeurs comme quoi les militaires burkinabés auraient violé leurs frontières. Ils s'en servent alors comme motif pour déclencher une guerre avec le Burkina Faso, laquelle ne durera que quelques jours. Dans un rapport longtemps secret, la Central Intelligence Army ou la CIA note que la guerre est née de l'espoir que le conflit déclencherait un coup d'État au Burkina Faso. Heureusement, ce ne fut pas le cas. Bien qu'isolé en Afrique de l'Ouest, Thomas Sankara peut compter sur le soutien de Muammar Kadhafi et de Jerry Rawlings du Ghana. En revanche, il entretient les relations tendues avec le président ivoirien Houphouët-Boigny et le roi marocain Hassan II, tous deux très proches de la France. Désiré que chaque peuple soit souverain de ses terres et de son destin, il soutiendra les revendications de la Palestine, du Sahara occidental et de l'ANC sud-africaine.
Sans peur ni crainte, il dénonce publiquement le soutien qu'apportent les États-Unis à Israël et aux groupes racistes d'Afrique du Sud. Plus tard, il commande l'invasion américaine de Grenade, ce qui vaudra au Burkina Faso des sanctions économiques. Il se rapprochera aussi beaucoup du dirigeant Fidel Castro, envoyant près de 600 adolescents se former sur ses terres. Issus des milieux défavorisés, ces derniers étaient équipés pour devenir des médecins, des ingénieurs et rentrer bâtir leur pays. D'une intégrité sans faille, Thomas Sankara a contribué à l'amélioration des conditions de vie de son peuple et même d'autres pays. Malheureusement, il a été stoppé dans sa lancée par un crime odieux longtemps resté non résolu. Nous sommes le 15 octobre 1987. Thomas Sankara a convoqué 6 membres de son cabinet dans une salle de conseil de l'entente à Ouagadougou. Alors que la réunion est sur le point de commencer, des hommes armés pénètrent dans le bâtiment. En quelques secondes, ils éliminent la garde rapprochée de Thomas Sankara. Avec fracas, ils brisent la porte de la salle. Figées, les personnes présentes ne savent pas comment réagir. C'est là que, selon Alanou Traoré, seul survivant du massacre, Thomas Sankara a fait preuve une fois de plus de son leadership. Il a levé ses mains, s'est avancé vers la sortie en déclarant à ses camarades « Restez, c'est de moi dont ils ont besoin ». Voilà comment tout a commencé. Et le PF, de façon, le président capitaine Thomas Sankara, de façon courageuse, s'est levé, a tiré encore son survêtement vers le bas et nous a dit « Restez, c'est de moi qu'ils ont besoin ». Il sera abattu sans pitié par ces hommes masqués. Les autres personnes présentes subiront le même sort à l'exception d'Alouna Traoré. Outre le président Thomas Sankara, 12 autres personnes seront assassinées. Je vous mettrai ici la liste. Vous pouvez faire une pause pour rendre hommage à ces innocents. Dans les heures qui suivent son assassinat, un communiqué radio annonce qu'il a démissionné. Ce message indique aussi une dissolution du Conseil national de la Révolution et fait de Blaise Compaoré le président du Burkina Faso. Un peu plus tard, Thomas Sankara et ses 12 compagnons d'infortune sont enterrés sans tombe au cimetière de Danouane à Ouagadougou. Quelques jours après le drame, un faux certificat de décès est établi, affirmant qu'il est mort de cause naturelle. Pendant plusieurs années, le mystère planera sur les commanditaires de son assassinat. Et en 2022, la veuve et les 2 fils de Thomas Sankara obtiennent finalement justice. Le tribunal de Ouagadougou reconnaîtra Blaise Compaoré comme responsable de ce crime et le condamnera à la prison à vie. Thomas Sankara était un patriote. Thomas Sankara était un panafricaniste. Mais dans son idéalisme, il a involontairement détourné le regard de la réalité de la nature humaine. Même si ses idées séduisent, les sacrifices qu'elles impliquent n'étaient pas du goût de tous. Au sein de ses propres hommes, dès le début, les guerres intestines et la soif de pouvoir ont créé des clans. Quand il est élu président de la République de Haute-Volta, Thomas Sankara s'appuie sur une alliance entre la gauche civile et les jeunes officiers progressistes, mais c'était à tort. Quand il prend le pouvoir, Thomas Sankara décide de retirer aux chefs traditionnels les pouvoirs féodaux qu'il possède alors. Pourquoi? En partie parce que ces derniers avaient longtemps soutenu les forces colonialistes, mais aussi pour copier le modèle cubain. À la place, il décide de confier la gestion des affaires courantes à des représentants du peuple. Ainsi, des comités de défense de la Révolution sont mis sur pied. Co-gérés par des jeunes officiers et des membres de la société civile, ces derniers administrent l'accès aux ressources, les budgets ministériels et l'assainissement des lieux. Sauf que, très rapidement, le pouvoir fait ressortir le côté cruel des hommes. Très rapidement, des soldats menés par Blaise Compaoré, Henri Zongo et Jean-Baptiste Lingani prennent le pouvoir. Petit à petit, ils parviennent à écarter des activistes plus expérimentés tels que Souman Touré. Et une fois qu'ils ont le champ libre, les membres des CDR deviennent de véritables bourreaux. Si un syndicat s'oppose à la volonté des CDR, les officiers n'hésitent pas à user de la violence ou des menaces. De libérateurs,
ils sont devenus des dictateurs, faisant régner la terreur à tous ceux qui osent le contredire. Plus d'une fois, Thomas Sankara condamnera ces agissements, en public bien sûr, comme en privé. Mais même en tant que président, il est pieds et poings liés. Une grande partie de sa stratégie révolutionnaire repose sur la décentralisation via le CDR. Jusqu'à la fin de sa vie, Thomas Sankara entretiendra une relation trouble avec les CDR. Même si leurs actions lui déplaisent parfois, il met cette violence au profit de ses intérêts. Ainsi, depuis son accès à la présidence, des zones d'opposition demeurent. Le 28 mai 1984, il se produira un putsch raté qui finira par bain de sang. Mais ce n'est pas pour la population ni pour les militaires. Ce sont les opposants capturés par les CDR qui seront exécutés. Le 11 juin, soit moins de 2 semaines après le coup d'État manqué, la cour martiale révolutionnaire de Ouagadougou rend son verdict. 7 personnes sont fusillées et 5 autres sont condamnées à des travaux forcés. C'est la toute première fois dans l'histoire de la Haute-Volta que des peines capitales sont prononcées et exécutées. Après cela, il devient de plus en plus difficile pour Thomas Sankara de contrôler les CDR. Même du côté des activistes, l'heure n'était plus au beau fixe. Lors de l'ascension au pouvoir de Thomas Sankara, 2 factions ont été admises au sein du gouvernement. La première était le PAI-LIPAD ou Parti de l'indépendance africaine, aussi appelé Ligue patriotique pour le développement. Le second était l'ULCR ou Union des luttes communistes reconstruites. Entre ces 2 partis politiques, le torchon a brûlé dès le premier jour. Chaque dirigeant avait sa façon de voir les choses, de penser le Burkina Faso. Et sans surprise, les militaires ont aisément profité de ces guerres intestines pour écarter les activistes tout en maintenant une apparence fictive. Thomas Sankara rêvait d'une contrée où civils et militaires travailleraient main dans la main. Cependant, sans qu'ils ne s'en rendent compte, l'armée a graduellement repris le pouvoir sur tous les points de contrôle. Habilement menés par Blaise Compaoré, les soldats sont restés tapis dans l'ombre attendant le moment opportun. Le reste fait partie de l'histoire. Thomas Sankara était un progressiste qui a marqué son temps. Malgré sa fin tragique, il est impossible de nier qu'il a eu un impact considérable sur l'histoire du monde. Aujourd'hui, c'est le torse bombé que les Burkinabés peuvent parler de leur nation. Et sur le plan continental, il fut l'un des pionniers du panafricanisme et de la guerre contre la néocolonisation. Il y a beaucoup à apprendre de ce grand homme. Cependant, si ces leçons devaient être résumées en 3 points, ce serait le courage, la vision et le travail. Thomas Sankara était courageux. Personne ne peut le nier. Dans les années 70 à 80, il fallait avoir du cran pour oser tenir tête à la France et à ses desseins colonialistes. Sous le colonel Saïd Zerbo, Thomas Sankara a tout perdu et a été traîné plus que bataille. De premier ministre sous Jean-Baptiste Ouédraogo, il est devenu un pageux pointé du doigt par les personnes d'autorité. Thomas Sankara a essayé de nombreux échecs au cours de son existence et pourtant à chaque fois, il s'est relevé. À chaque fois, il a puisé dans ses dernières forces pour repartir de l'avant. Il n'a pas laissé tomber à la première difficulté. Et finalement, le 4 août 1983, il a eu l'occasion de changer les choses en devenant président du Burkina Faso. Mais attention, cette arrivée au pouvoir, c'était loin d'être la fin de ses combats. D'aucuns diront même que ce fut le début de la nouvelle guerre. Toutefois, grâce à la flamme qui le consumait, il n'a pas baissé les bras. Autre élément que chaque homme devrait avoir, une vision. Thomas Sankara avait un rêve. Il aspirait à créer quelque chose, à laisser un héritage à ses descendants. Et c'est grâce à cette mission qu'il a pu endurer tous ces supplices sans jamais accepter de s'effacer face à un adversaire. Quand vous savez où vous allez, chaque pas vous rapproche de votre paradis. En revanche, pour celui qui est sans but, chaque mètre parcouru s'accompagne de douleurs sans fin. Le fait d'avoir une vision est essentiel pour ne pas perdre du pied.
C'est l'unique moyen de ne pas s'aventurer sur des sentiers à l'encontre de la vertu ou de la morale. Et ça, c'est quelque chose que Thomas Sankara avait compris. C'est pourquoi il n'a jamais cédé aux menaces ou aux tentatives de corruption. Au fond de lui, il aspirait à plus grand. Avoir des objectifs, c'est bien. Rêver en grand, c'est formidable. Mais la seule chose qui fera de ces fantasmes une réalité, c'est le travail. Même ses détracteurs reconnaissaient que Thomas Sankara était un bourreau du travail. Quand il avait un projet en tête, il ne fonçait pas tête baissée en croisant les doigts pour avoir le résultat escompté. Il analysait tous les contours, planifiait et se donnait à fond lors de l'exécution de ses plans. Peut-être avez-vous des ambitions que vous désirez réaliser. Dans ce cas, il va falloir ranger vos excuses au placard, relever vos manches et vous mettre au travail. Thomas Sankara est de ceux qui s'ancrent dans la mémoire de leurs contemporains et même au-delà. Figure mythique du panafricanisme, ce leader africain a redonné foi à son peuple. Au travers de ses actes, il leur a insufflé la façon de rêver plus grand, d'espérer autre chose que la misère. Encore aujourd'hui, son impact se ressent sur la scène africaine. Oui, sans le savoir, votre liberté a été acquise grâce aux actions de cet homme digne et d'une exception incomparable. C'est avec un grand plaisir que j'ai pu retourner en arrière pour marcher dans les pas de ce grand homme. J'espère que vous aussi. Si la réponse est oui, vous apprécierez mes contenus sur le business en ligne, le e-commerce et l'entrepreneuriat en particulier. C'est par cette voie que j'ai pu atteindre mon indépendance financière et je partage mes meilleures astuces dans cette chaîne-ci et sur mes réseaux sociaux. Je vous invite à consulter les vidéos de la chaîne pour en apprendre beaucoup plus et prendre de la graine comme Thomas Sankara. Mettons-nous au travail pour arrêter l'impérialisme culturel, mental et la misère. Mettez un pouce bleu vers le haut et abonnez-vous à cette chaîne. Dans quelques jours, je vous raconterai une autre histoire, un récit qui changera votre regard et souhaitons-le va vous amener à avoir les ressources nécessaires pour combattre l'asservissement. C'était Alban Degué et je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo-ci jusqu'à la fin.